L'insuffisance surrénalienne, c'est une insuffisance dans le fonctionnement du contexte surrénalien. On aura par conséquent un déficit du cortisol et parfois un déficit dans l'aldostérone qui est associé. Pas toujours, ça dépend, on verra. Pour ce qui est des androgènes surrénaliens, ils peuvent être normaux, ils peuvent être diminués ou en excès en fonction de la cause de l'insuffisance surrénalienne, mais sur le plan clinique, ce déficit en androgènes n'aura pas de répercussions cliniques. Donc, on a deux types d'insuffisance surrénalienne. On parle d'insuffisance surrénalienne primaire lorsqu'on a une atteinte des surrénales, comme toutes les pathologies endocriniennes. Je vous ai dit, quand on parle d'insuffisance surrénalienne primaire ou d'hypothyroïdie primaire, ça veut dire que c'est la glande qui est atteinte. Et puis, quand la cause est plutôt centrale, c'est-à-dire hypothalamo-hypophysaire, on parlera d'insuffisance surrénalienne secondaire. Donc, sur le plan clinique, on a deux tableaux cliniques, soit une insuffisance surrénalienne qui est chronique, qui évolue depuis longtemps et qu'on découvre lors d'un dépistage ou d'un diagnostic attiré par des signes cliniques, et parfois elle peut être aiguë. Donc, cette insuffisance surrénalienne peut être aiguë, ça peut être soit inaugurale, une décompensation aiguë inaugurale, ou bien une décompensation aiguë chez un patient qui est connu comme insuffisance surrénalienne. Et cette décompensation aiguë, elle met en jeu le pronostic vital. Sur le plan clinique, donc sur le plan clinique, on va commencer par parler de l'insuffisance surrénalienne chronique, périphérique, c'est-à-dire primaire, c'est-à-dire par atteinte des surrénales. Donc le tableau, c'est essentiellement asthénie, anorexie, amaigrissement et hypotension. Donc on va voir qu'il y a d'autres signes, mais les signes les plus importants, c'est asthénie, anorexie, amaigrissement et hypotension artérielle. Vous voyez que c'est des signes qui ne sont pas spécifiques, mais qui doivent attirer l'attention lorsqu'ils sont associés chez le même patient. Alors, pour ce qui est de l'asthénie, vous voyez qu'elle est très fréquente. Elle touche presque 100% des patients. Elle est constante, elle est physique, psychique et sexuelle. Elle est absente au réveil, mais elle s'accroît durant la journée. C'est ce qu'on appelle une asthénie qui est plutôt vespérale, c'est-à-dire qu'elle est maximum en fin de journée, obligeant le patient à se coucher de façon précoce. Pour ce qui est de l'hypotension artérielle, donc, on la trouve aussi assez fréquemment avec hypotension orthostatique. L'amaigrissement, il est constant, se majore avec le temps. Il résulte principalement de l'anorexie et les patients apportent une appétence particulière pour le sel. Mais ça, lorsqu'on a un déficit en minéralocorticoïdes. Sur le plan digestif, je vous ai dit, on a une anorexie et puis on a d'autres signes digestifs tels que des vomissements, des diarrhées, des douleurs abdominales. Il faut penser plutôt à une décompensation aiguë, on le verra. Donc la décompensation surrénalienne s'annonce ou se manifeste par la survenue de douleurs abdominales, de diarrhée et de vomissements. Donc ça peut mimer une urgence chirurgicale. Lorsqu'on n'a pas de diarrhée, on n'a que des vomissements et de douleurs abdominales. Et ça peut mimer aussi une gastroentérite. Pour ce qui est de la mélanodermie, donc c'est un signe d'appel qui est majeur. Donc elle apparaît progressivement. Donc le patient a une augmentation qui est brunâtre, qui se voit au niveau cutané, donc elle prédomine au niveau des régions découvertes qui sont exposées au soleil, telles que la face, les avant-bras, les mains, le décolleté. On la trouve aussi au niveau des points de pression, par exemple les coudes ou les genoux, les zones de frottement, par exemple les cols de chemise ou la taille, et puis des régions qui sont normalement pigmentées, telles que les aréoles mammaires, les organes génitaux externes, le périnée chez l'homme. Et on peut les voir aussi au niveau des cicatrices. Lorsqu'on a une cicatrice qui est récente, elle peut être hyperpigmentée. Donc, elle prend l'aspect d'un bronzage qui est excessif, qui est hétérogène, et puis la constatation d'une pigmentation des plis cutanés palmaires a une grande valeur séismiologique. Donc, on demande aux patients d'ouvrir la main et on voit les plis palmaires qui sont hyperpigmentés. Et parfois, on peut trouver des stries inguinales. Au niveau des gencives, au niveau des muqueuses, on aura plutôt ce qu'on appelle les plaques ardoisées. Donc là, vous voyez ici les plis palmaires. Donc la photo n'est pas très nette, mais on a des plis palmaires qui sont hyper pigmentés. Donc là, on a des taches ardoisées qu'on verra mieux sur une autre image. Et puis, on a les stries inguinales. Elle est due à quoi, cette mélanodermie? Cette mélanodermie est due à une augmentation de la propioménalocortine, qui est le précurseur de la CTH. Donc, quand on a une augmentation de cette propiomélaноcortine, donc elle va être scindée en plusieurs molécules, et y compris de la mélatonine. Et vous savez que la mélatonine, elle entraîne une hyperpigmentation cutanée. Ici, au niveau des gencives, on a ce qu'on appelle les plaques ardoisées. Et on voit bien aussi le patient qui est hyperpigmenté, donc les lèvres, le visage, les mains qui sont hyperpigmentées, avec les taches ardoisées au niveau des gencives. Quand on a une insuffisance surrénalienne qui est d'origine centrale, donc le tableau, il est
plus discret. Il est dominé par l'asthénie et l'altération de l'état général, puis plus ou moins associé à d'autres signes d'hypopituitarisme. Donc, la cause la plus fréquente des suffisances surrénaliennes centrales, c'est les tumeurs hypothalamo-hypophysaires, donc l'adénome hypophysaire par exemple. Donc, quand on a un adénome, macroadénome hypophysaire par exemple, on n'aura pas un déficit en cortisol seulement, on aura un déficit des autres axes endocriniens. Donc, on peut avoir par exemple chez la femme la survenue d'une aménorrhée froide, des troubles du cycle, on peut avoir des signes de déficit de l'acthyrotrope, etc. Donc, on aura non seulement des signes de déficit corticotrope qui se manifestent par une asthénie, une altération de l'état général, et puis associés à d'autres signes d'hypopituitarisme. Si on a une insuffisance corticotrope qui est secondaire à une corticothérapie prolongée, on va voir que c'est l'étiologie la plus fréquente avant même les tumeurs hypophysaires. Donc la cause la plus fréquente, c'est la corticothérapie ou l'onco. On aura donc des manifestations cushingoïdes, c'est-à-dire que le patient cliniquement va présenter des signes d'hypercortisolisme, une prise de poids, des vergetures, etc., mais qu'il aura des signes d'insuffisance surrénalienne. Ça, c'est lorsqu'il arrête les corticoïdes, lorsqu'il arrête la corticothérapie. Donc l'hypotension artérielle, elle est moins fréquente que dans les déficits périphériques. Pourquoi? Parce que là, on n'a pas de déficit en minéralocorticoïdes. On avait dit, souvenez-vous, que l'aldostérone était très peu dépendant de la CTH. Quand on a une insuffisance surrénalienne centrale, on a un déficit en glucocorticoïdes par déficit en sécrétion d'ACTH. Mais vu que l'aldostérone ne dépend pas de la CTH, on n'aura pas un déficit en minéralocorticoïdes. Donc, on n'aura pas d'hypotension artérielle importante. On aura quand même une tension artérielle à tendance basse. Pourquoi? En fait, retenez que le cortisol potentialise l'effet des catécholamines au niveau sanguin. Donc, le cortisol potentialise l'effet des catécholamines au niveau sanguin. Lorsqu'on n'a pas de cortisol, l'effet des catécholamines au niveau sanguin va diminuer. Les catécholamines ont un effet vasoconstricteur ou un effet hypertenseur. Donc, lorsqu'on n'a pas de cortisol, on a moins l'effet des glucocorticoïdes est moins important et donc on aura une petite tendance à l'hypotension, mais qui sera moins importante que dans l'insuffisance surrénalienne périphérique parce que là, on n'aura pas de déficit en minéralocorticoïdes. Donc, si l'origine de cette insuffisance surrénalienne est un syndrome tumoral, on aura, et une tumeur hypophysaire, bien sûr, on aura un syndrome tumoral hypophysaire, tel qu'une baisse de l'acuité visuelle, des céphalées. Là, par contre, on n'aura pas de mélanodermie. Je vous ai dit que la mélanodermie, elle est due à l'augmentation de la POMC, de la propiomélanocortine, qui est un précurseur de la CTH. Or là, il n'y a pas une augmentation de la CTH. Donc, quand on a une insuffisance surrénalienne périphérique, la CTH est élevée. On le verra maintenant par la suite. Quand on a une insuffisance surrénalienne périphérique, la CTH est élevée. Donc, puisque la CTH est élevée, c'est que son précurseur est élevé, c'est que le taux de mélatonine est élevé. Par contre, quand on a une insuffisance surrénalienne d'origine centrale, l'insuffisance surrénalienne d'origine centrale, elle est due à une baisse de la sécrétion de la CTH. Donc, on aura une baisse du propiomélanocortine et là, on n'aura pas une mélanodermie. C'est important à retenir. Donc, après avoir vu le tableau d'insuffisance surrénalienne lente, périphérique et centrale, on passe au tableau de l'insuffisance surrénalienne aiguë. Je vous dis que l'insuffisance surrénalienne aiguë, elle peut être inaugurale. Le patient n'est pas connu comme étant insuffisance surrénalienne et il fait une décompensation aiguë, comme elle peut survenir chez un patient qui est déjà connu et traité. C'est une urgence médicale. Souvent, il y a un facteur déclenchant. Par exemple, le patient était sous corticoïdes à forte dose au long cours, il a arrêté brutalement. Insuffisance surrénalienne sous supplémentation, il a arrêté sa supplémentation. Ou bien il a vomi. Donc, il a pris son hydrocortisone qu'il a vomi, donc il n'a plus d'hydrocortisone dans le sang. Et puis, souvent, on trouve une infection, un stress majeur, une chirurgie qui peut expliquer cette décompensation surrénalienne. Parce que lorsqu'on a un stress, une chirurgie, une infection, on aura une augmentation des besoins en glucocorticoïdes. Parce que le cortisol, c'est une hormone de stress. Donc, peut-être que les taux, les sécrétions surrénaliennes étaient suffisantes pour les besoins de base, mais dès qu'il y a une augmentation des besoins, la surrénale ne peut plus augmenter sa production en cortisol et on aura une décompensation surrénalienne. Cliniquement, qu'est-ce qu'on a? On a les signes de l'insuffisance surrénalienne chronique qui vont s'aggraver, l'asthénie va être beaucoup plus profonde, beaucoup plus intense, l'anorexie va être importante. On aura des signes digestifs. Je vous ai dit, lorsqu'on a des signes digestifs à type de nausée, de vomissement, de diarrhée, de douleur abdominale, d'abdomen pseudo-chirurgical,
ça annonce la décompensation surrénalienne. Donc, tout patient insuffisant surrénalien connu qui présente un tableau abdominal, c'est une décompensation surrénalienne jusqu'à preuve du contraire. Alors, sur le plan cardiovasculaire, on aura bien sûr un état de choc. On aura un pouls petit, filant, une baisse de la pression artérielle avec un pincement de la différentielle qui peut aller jusqu'au collapsus cardiovasculaire, surtout lorsqu'on a un déficit en minéralocorticoïdes. Il faut savoir que lorsque on ne sait pas que le patient a une insuffisance surrénalienne, on peut être amené à injecter des amines vasopressives, de la dopa, de la noradrénaline, etc. Et puis, ce patient va mal réagir, ne va pas bien réagir à ces amines vasopressives. On l'a dit parce que le cortisol, il potentialise l'effet de ces amines vasopressives au niveau vasculaire. Et donc, lorsqu'on n'a pas de cortisol, l'action de ces amines vasopressives va être faible. Après avoir vu le tableau clinique, on va voir le tableau biologique. Le tableau biologique sur le plan non spécifique, donc dans l'insuffisance surrénalienne, qu'elle soit aiguë, chronique, périphérique ou corticotrope, on a souvent une anémie normocytaire qui est modérée. On peut avoir une leuconeutropénie, une lymphocytose et surtout une éosinophilie qui est assez caractéristique. Donc on a une hyperéosinophilie. Mais retenez qu'il y a une anémie normocytaire qui est modérée, c'est le signe le plus fréquemment retrouvé. On a une tendance à l'hypoglycémie, bien sûr, parce qu'on avait dit que le cortisol, c'était une hormone de contre-régulation, qu'elle augmentait la glycémie. Donc, le déficit en cortisol, on aura une tendance à l'hypoglycémie. Dans l'insuffisance surrénalienne chronique, c'est-à-dire quand on n'est pas dans un tableau aigu, on aura une hyponatrémie et une hyperkaliémie lorsque c'est une insuffisance surrénalienne qui est primaire, c'est-à-dire périphérique, d'origine surrénalienne. Donc, on aura un déficit en minéralocorticoïdes, donc on aura une hyponatrémie, une hyperkaliémie. C'est un tableau biologique qui est aussi caractéristique. Quand l'insuffisance surrénalienne est centrale, on peut avoir une hyponatrémie, mais qui est plus modérée, qui n'est pas constante, par hémodilution. Donc, on n'aura pas par contre d'hyperkaliémie, sauf si on a une décompensation surrénalienne, parce qu'on n'a pas de déficit en minéralocorticoïdes. Donc, quand on a une décompensation surrénalienne aiguë, donc hyponatrémie, hyperkaliémie, tableau biologique caractéristique, on peut avoir une insuffisance rénale qui est fonctionnelle par déshydratation. Sur le plan spécifique, comment poser le diagnostic positif de l'insuffisance surrénalienne? Alors, quand on suspecte une insuffisance surrénalienne, on demande un cortisol de base, c'est-à-dire un dosage statique. Le matin, un cortisol de base, le matin à 8 heures. Donc, je vous ai dit que le pic de cortisol était à 8 heures du matin. On l'avait vu lorsqu'on avait fait le premier écho. Donc, le pic du cortisol était à 8 heures du matin. Donc, il fallait doser ce cortisol au moment où il est censé être le plus élevé, c'est-à-dire entre 8 et 9 heures du matin. Après, on a trois possibilités. Si le cortisol est effondré, inférieur à 5 microgrammes ou inférieur à 138 nanomoles par litre. Donc, on a un cortisol qui est effondré. On pose le diagnostic d'insuffisance surrénalienne. Le diagnostic est retenu. Lorsque le cortisol de base, maintenant, il est élevé, il est supérieur à 500 nanomoles ou 18 microgrammes par litre. Donc, lorsqu'il est élevé, le diagnostic d'insuffisance surrénalienne est exclu. Par contre, lorsqu'il est intermédiaire, c'est-à-dire entre 5 et 18 microgrammes par décilitre ou 138 et 500 nanomoles par litre, à ce moment-là, il faudra faire des tests dynamiques. Je vous ai dit, quand on suspecte un déficit, on fait des tests de stimulation. On va voir les tests de stimulation. Attention, une petite remarque. Donc ça, c'est lorsqu'on suspecte une insuffisance surrénalienne chronique. Par contre, lorsqu'on est dans un contexte aigu, normalement, le cortisol de base doit être élevé, c'est-à-dire supérieur à 500. S'il est inférieur à 500 en situation d'urgence, il est très probable que nous sommes devant une insuffisance surrénalienne aiguë. D'accord? Donc, lorsque cortisol effondré, on pose le diagnostic. Cortisol très élevé, j'exclus le diagnostic. Cortisol intermédiaire, je fais un test. Quels sont les tests qu'on peut faire? Le test qu'on fait en première intention, c'est le test au synactène ordinaire. Synactène, ça veut dire synthétique ACTH. Donc, c'est de l'ACTH synthétique, c'est de l'ACTH exogène. Donc, je vais injecter de l'ACTH et je vais voir si ma surrénale va répondre à cette stimulation ou pas. Donc, on va injecter 250 microgrammes de synactène en intramusculaire et on va doser le cortisol 30 ou 60 minutes après. Si le cortisol après l'injection de synactène va être élevé au-delà de 500 nanomoles, on dira que le test est positif et on va éliminer l'insuffisance surrénalienne.
La surrénale a répondu à la stimulation par l'ACTH, donc elle n'est pas déficiente. Lorsque le cortisol après injection du synactène, c'est-à-dire de l'ACTH synthétique, reste inférieur à 500 nanomoles, on dira que le test est négatif. La surrénale n'a pas répondu à la stimulation par l'ACTH, donc elle est déficiente. Le test est négatif et on retient le diagnostic de l'insuffisance surrénalienne. Attention, il y a une exception. C'est lorsqu'on suspecte une insuffisance surrénalienne qui est centrale. Lorsqu'on suspecte une insuffisance surrénalienne qui est centrale, dans certains cas, la surrénale peut répondre à la stimulation par l'ACTH parce qu'elle est normale. Et ça, on le voit lorsqu'on a une insuffisance surrénalienne qui est centrale, qui est partielle ou récente. En fait, quand on a une insuffisance surrénalienne qui est totale et qui est ancienne, la surrénale, elle est, disons, endormie. Elle est hypotrophique. Donc, même si je la stimule avec la CTH, elle ne va pas répondre. Ce qui explique que le test va être négatif. D'accord? Quand on a une insuffisance surrénalienne centrale qui est complète et qui est ancienne, la surrénale, elle est atrophiée, elle est petite, elle est endormie. Donc, même si j'injecte de la CTH, bien que la masse surrénale soit normale, même si je la stimule avec de la CTH, elle ne va pas répondre. Donc, le test sera quand même négatif. Mais, dans certains cas, si le déficit est partiel ou récent, la surrénale n'est pas atrophiée, mais comme elle fonctionne normalement, le problème, ce n'est pas elle, c'est la commande hypothalamo-hypophysaire. Donc, elle peut répondre à la stimulation par synactène. Donc, on peut avoir un test qui est faussement positif dans les insuffisances surrénaliennes centrales lorsqu'elles sont partielles ou récentes. Dans ce cas-là, comment je vais faire la différence? Comment je vais trancher? Est-ce que ça, j'ai une insuffisance surrénalienne, mais si le fait qu'elle soit partielle ou récente, donc le patient a répondu, ou là, il n'y a pas d'insuffisance surrénalienne, on va stimuler l'hypothalamus et l'hypophyse. On va stimuler l'ACTH. Comment? En créant une hypoglycémie. D'accord? Donc, si j'ai un test au synactène qui est positif, mais que j'ai un très fort doute sur la présence d'une insuffisance corticotrope, c'est-à-dire centrale, qui est peut-être partielle ou récente, je complète par un test à l'hypoglycémie insulinique. Donc, on va injecter de l'insuline, on va provoquer une hypoglycémie, la glycémie doit être inférieure à 0,4 g par litre, et je dose ma cortisolémie après avoir créé l'hypoglycémie. Si le cortisol augmente au-delà de 500, ça veut dire que mon axe corticotrope fonctionne normalement. On peut doser aussi la CTH. Donc, normalement, on devrait avoir une cortisol qui est supérieure à 500 et une ACTH qui est supérieure à 150. Si, après hypoglycémie, la CTH augmente et le cortisol augmente, ça veut dire que mon axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien fonctionne normalement et j'élimine le diagnostic. Par contre, si après hypoglycémie, la CTH n'augmente pas de façon suffisante ou le cortisol n'augmente pas de façon suffisante, ça veut dire que j'ai un déficit central, une insuffisance surrénalienne qui est centrale. Alors, le test à la mitopyrone, on ne le fait plus. Donc, le test à la mitopyrone, c'est quoi? Elle va inhiber la synthèse du cortisol en inhibant l'une des enzymes qui rentre dans la synthèse du cortisol. Je vous ai montré au début la synthèse des hormones surrénaliennes qui se fait à partir du cholestérol. Je vous ai dit, dans chaque couche, il y a des enzymes clés qui vont synthétiser les hormones au niveau de cette couche et au niveau de la couche moyenne. On aura certains hormones qui vont synthétiser le cortisol. Et parmi ces hormones, c'est la 11-bêta-hydroxylase. Donc, quand je vais donner de la mitopyrone, je vais bloquer cette 11-bêta-hydroxylase. Donc, qu'est-ce que je vais avoir normalement? Normalement, on aura diminution du cortisol, donc diminution du feedback négatif d'augmentation de la CTH, et on aura une augmentation du précurseur du cortisol, l'hormone qui vient juste avant le cortisol dans la synthèse. Donc, cette hormone va augmenter. La CTH va augmenter, ça veut dire que la surrénale fonctionne bien. Si ça n'augmente pas, ça veut dire qu'on a un déficit. Une fois que j'ai posé le diagnostic positif, soit sur la base d'un cortisol de base effondré, soit sur la base d'un cortisol après simulation qui n'augmente pas, je vais retenir mon diagnostic d'insuffisance surrénalienne. Après, il faudrait que je sache, est-ce qu'elle est d'origine centrale? Est-ce qu'elle est d'origine périphérique? Pour répondre à la question, je dose l'ACTH. Donc, l'ACTH a un intérêt dans le diagnostic de localisation, dans le diagnostic étiologique de l'insuffisance surrénalienne et non pas dans le diagnostic positif. Donc, une fois que j'ai posé le diagnostic positif, je dose mon ACTH. Mon ACTH est très élevé. Ça veut dire que je suis devant une insuffisance surrénalienne primaire. Ça veut dire que c'est la surrénale qui pose problème. Elle ne produit plus de cortisol, il n'y a plus de feedback négatif et la CTH augmente.
Par contre, si j'ai mon ACTH qui est basse, normale ou basse, ça veut dire que le problème se situe au niveau hypothalamo-hypophysaire. Il n'y a plus de cortisol. Malgré ça, l'ACTH n'augmente pas. Donc, le problème, c'est l'ACTH, c'est-à-dire c'est une insuffisance corticotrope, une insuffisance surrénalienne centrale. Quand on dit corticotrope, thyréotrope, ça veut dire que c'est central, ok? Donc, insuffisance corticotrope ou insuffisance surrénalienne centrale ou insuffisance surrénalienne secondaire, c'est la même chose. Lorsque je suis devant une insuffisance surrénalienne périphérique, je peux demander les anticorps anti-21 hydroxylase parce qu'on va voir que l'étiologie la plus fréquente de l'insuffisance surrénalienne périphérique, c'est l'origine auto-immune. Donc, qui est mise en évidence en mettant des anticorps anti-21 hydroxylase qui sont positifs. Alors, pour ce qui est de l'imagerie, elle vient après la CTH. Donc, je confirme mon diagnostic. Je vois la localisation en dosant la CTH. Si mon ACTH est très élevé et que je suis devant une insuffisance surrénalienne périphérique, je demande une TDM des surrénales. Par contre, si je suis devant une insuffisance surrénalienne centrale, d'origine centrale, bien sûr, la première chose à faire, c'est de demander une IRM hypothalamo-hypophysaire. Je vous ai déjà dit, à chaque fois que vous êtes devant un déficit central, la première chose à faire, c'est l'IRM hypothalamo-hypophysaire. Je donne un cas clinique femme aménorrhée, œstradiol effondré, FSH, LH non élevé, c'est-à-dire bas ou normaux, c'est central, je fais une IRM. FT4 effondré, TSH non élevé, c'est-à-dire basse ou normale, c'est central, je fais une IRM. Donc, à chaque fois que vous êtes devant une pathologie d'origine centrale, la première chose à faire, c'est parce que c'est pour éliminer le diagnostic de tumeur hypothalamo-hypophysaire. Donc ça, c'est pour résumer. Donc on fait un cortisol de base. Lorsqu'il est effondré, il pose le diagnostic. Lorsqu'il est très élevé, il élimine le diagnostic. Lorsqu'il est intermédiaire, je fais un test au synactène. Si après le synactène, mon cortisol n'augmente pas, je pose le diagnostic d'insuffisance surrénalienne. Si après mon synactène, mon cortisol augmente de façon importante, j'élimine mon diagnostic d'insuffisance surrénalienne. Par contre, s'il augmente, mais que je suspecte quand même une insuffisance surrénalienne d'origine centrale, je peux compléter par le test à l'hypoglycémie insulinique. Et puis pour le diagnostic de localisation, c'est la CTH. Les étiologies, donc pour ce qui est de l'insuffisance surrénalienne primaire, je vous ai dit que la cause la plus fréquente, c'était l'atteinte auto-immune, c'est-à-dire la maladie d'Addison. C'est la cause la plus fréquente. Elle peut être isolée ou associée à d'autres maladies auto-immunes, le diabète type 1, le Hashimoto, l'hypopara. Rappelez-vous, on avait dit que la polyendocrinopathie auto-immune de type 1, c'est associé à un Addison, une hypopara et une candidose cutanée. Ça, c'est la polyendocrinopathie de type 1. La polyendocrinopathie de type 2, c'est toute autre association de deux maladies auto-immunes endocriniennes. Ça peut être DT1 avec Hashimoto, avec Hypopara, avec Addison, etc. Donc la tuberculose surrénalienne, elle est devenue de plus en plus rare. Elle est caractérisée par des calcifications. Donc lorsqu'on fait un scanner, on trouve des calcifications surrénaliennes. Ça évoque la tuberculose surrénalienne. Les causes tumorales, elles peuvent être primitives ou secondaires. Les primitives, c'est le lymphome des surrénales, donc qui est le plus souvent bilatéral et donc qui va entraîner une destruction des surrénales et donc une insuffisance surrénalienne. Et puis on peut avoir aussi des métastases surrénaliennes qui sont aussi le plus souvent bilatérales, qui sont destructrices, donc elles vont détruire le parenchyme surrénalien et donc entraîner une insuffisance surrénalienne. Les cancers qui métastasent le plus souvent au niveau des surrénales, c'est le cancer du poumon, le sein et les mélanomes. Les blocs enzymatiques de la surrénale, le plus fréquent c'est le déficit en 21. On va le voir quand on va faire les hyperandrogénies. Il y a des enzymes qui sont indispensables dans la synthèse des glucos, des minéralocorticoïdes et des androgènes. Donc, quand il y a un déficit de l'une de ces enzymes, on n'aura plus de sécrétion de cortisol et donc on aura une insuffisance surrénalienne. Mais cette insuffisance surrénalienne va s'associer à une hyperandrogénie. Parfois, on peut avoir une infiltration de la surrénale en cas d'amylose ou de sarcoïdose. Et puis, l'adrénoleucodystrophie, c'est une maladie génétique qui est liée à l'X, donc qui touche exclusivement le garçon. On a une accumulation d'acides gras à très longue chaîne au niveau du système nerveux central, donc on aura une démyélisation. D'ailleurs, le tableau qui est au premier plan, c'est souvent un tableau qui est neurologique. Et puis, au niveau des surrénales, on peut avoir une insuffisance surrénalienne. C'est pour ça qu'une insuffisance surrénalienne d'alors isolée chez un garçon, il faut toujours demander le dosage des acides gras à très longue chaîne. Et puis, chez les patients qui ont une adrénoleucodystrophie, on ne les voit pas beaucoup en endocrino, on les voit surtout en neuro. En tout cas, les garçons qui présentent une adrénoleucodystrophie, on doit dépister une insuffisance surrénalienne. L'hémorragie bilatérale des surrénales,
Il faut y penser quand on a un patient qui est sous anticoagulant, quand on a un traumatisme abdominal. Et le tableau clinique, c'est une insuffisance surrénalienne qui est aiguë. Et puis, on peut avoir parfois des thromboses bilatérales des veines surrénales, c'est beaucoup plus rare. On a vu les étiologies de l'insuffisance surrénalienne périphérique. Donc, on avait vu que c'était essentiellement les maladies auto-immunes, donc l'Addison, et puis on avait d'autres étiologies. Pour ce qui est de l'insuffisance corticotrope centrale, c'est-à-dire l'insuffisance surrénalienne centrale ou déficit corticotrope, la cause la plus fréquente, c'est le sevrage d'une corticothérapie au long cours. Donc, lorsque le patient va prendre des corticoïdes au long cours, il va inhiber son axe corticotrope. Donc, lorsqu'il va arrêter, donc tant qu'il prend ces corticoïdes exogènes vont se fixer sur les récepteurs du cortisol. Donc, il n'aura pas de signe clinique d'insuffisance surrénalienne. Par contre, lorsqu'il va arrêter ces corticoïdes exogènes, l'axe corticotrope, s'il a été freiné pendant très longtemps, il va mettre du temps à reprendre son fonctionnement. Donc, durant ce laps de temps, le patient sera en insuffisance surrénalienne, en déficit corticotrope, parce qu'il a pris des corticoïdes au long cours. Donc, ça donne un tableau, bien sûr, de déficit corticotrope isolé. Il n'est pas associé à d'autres déficits antihypophysaires. Et ça se voit chez les patients qui ont été sous corticothérapie par voie générale, c'est-à-dire pas par voie inhalée, pas par voie cutanée, quoi que ça peut donner quand même, surtout lorsque les lésions cutanées sont très étendues, que l'application du dermocorticoïde est fort sur des surfaces étendues pendant longtemps, ça peut donner des insuffisances surrénaliennes, mais le plus souvent, c'est lorsque la corticothérapie a été donnée par voie générale, c'est-à-dire par voie orale ou bien par voie parentérale. Donc, chez tout patient qui a reçu une corticothérapie au long cours, lorsqu'on doit arrêter la corticothérapie, on doit substituer par hydrocortisone, c'est-à-dire on doit le traiter comme s'il était en insuffisance surrénalienne. On le laisse sous hydrocortisone pendant minimum 3 mois. Ensuite, on va explorer cette fonction surrénalienne, comme je vous l'ai expliqué précédemment. On va demander un cortisol à 8 heures. S'il est bas, on le laisse sous hydrocortisone. S'il est très élevé, on arrête. Ça veut dire que son axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien a repris. Et puis, s'il est intermédiaire, on fera un test au synactène. Et puis la deuxième étiologie la plus fréquente après le sevrage de la corticothérapie, c'est toutes les autres étiologies des insuffisances antihypophysaires qu'on va voir lorsqu'on va faire le cours des insuffisances antihypophysaires. C'est les tumeurs, le syndrome de Chian, les hypophysites, etc. On le verra quand on fera le cours des insuffisances antihypophysaires. On va passer au traitement. Donc le traitement, les armes thérapeutiques, c'est l'hydrocortisone. Donc l'hydrocortisone, c'est du cortisol, disons, synthétique. Il existe sous forme de comprimé de 10 mg. La dose journalière, c'est 20 mg qu'on répartit entre 8h, midi et 16h. Donc, soit on donne la plus grosse partie, par exemple 15 mg à 8h du matin, et puis 5 mg soit à midi, soit à 16h, soit on répartit en 3 prises. Donc, on donne par exemple 10 mg à 8h, 5 à midi et 5 à 16h. En fait, on va essayer de mimer la sécrétion physiologique du cortisol, qui est, comme je vous ai dit, maximale le matin et un peu plus basse en fin de journée. Donc, on va donner la plus forte dose le matin. La surveillance est purement clinique. Donc là, il n'y a pas de paramètre biologique qui va me permettre de dire si le patient est bien substitué ou pas. Par exemple, lorsqu'on a une hypothyroïdie, on surveille par la TSH. Lorsqu'on a une hypothyroïdie centrale, on surveille par la FT4. Mais là, il n'y a pas de paramètre biologique. On ne dose pas le cortisol parce qu'il est effondré dans tous les cas et c'est la clinique qui compte. Est-ce que le sujet fait des hypotensions? Est-ce que le sujet a des tendances à l'hypoglycémie? Est-ce que le sujet est asthénique? S'il répond non, donc il n'y a pas d'asthénie, il n'y a pas d'hypotension, il n'y a pas de tendance à l'hypoglycémie, il n'y a pas de perte de poids, c'est que le patient est correctement substitué. Il faut aussi rechercher les signes de surdosage. Si le patient a pris du poids, s'il commence à faire de l'hypertension, s'il commence à avoir des signes d'hypercortisolémie, ça veut dire que le patient est surdosé. Il faudra faire attention et diminuer la dose. Donc ça, c'était pour les glucocorticoïdes. Pour ce qui est des minéralocorticoïdes, les minéralocorticoïdes, on les substitue par le 9-alpha-fluhydrocortisone ou la fluhydrocortisone, qui est un substitut à l'aldostérone, mais il n'est indiqué que si on a une insuffisance surrénalienne primaire. Donc, encore une fois, lorsqu'on a une insuffisance surrénalienne qui est d'origine centrale, on avait dit que les minéralocorticoïdes n'étaient pas touchés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient très peu dépendants de la sécrétion de la CTH. Donc, à ce moment-là, on n'a pas à substituer les minéralocorticoïdes parce que leur sécrétion est normale. Par contre, lorsqu'on a une insuffisance surrénalienne primaire, une destruction des surrénales par une tumeur, par une hémorragie, par un processus auto-immun, c'est toute la surrénale qui est détruite, y compris
la zone glomérulée. Dans ce cas-là, on n'aura plus de sécrétion d'aldostérone. On doit substituer un minéralocorticoïde. Donc, on doit donner de 9 à 20 euros Comment on va surveiller le patient? On va surveiller la tension artérielle et la kaliémie. S'il y a une hypertension artérielle ou une hypokaliémie, c'est que le patient est surdosé. S'il y a des œdèmes aussi, c'est que le patient est surdosé. Maintenant, si le patient présente toujours des hypotensions, une kaliémie à la limite supérieure, c'est que le patient n'est pas assez dosé. On doit augmenter la dose de fludrocortisone. Ici en Algérie, il faut savoir qu'on n'a pas le fludrocortisone. Le fludrocortisone n'est pas commercialisé. Donc, à défaut de fludrocortisone, on peut augmenter la dose d'hydrocortisone. Et au lieu de donner 20 mg, on va donner 30 mg. Dans les insuffisances surrénaliennes périphériques, lorsqu'on n'a pas de fludrocortisone, au lieu de donner 20 mg d'hydrocortisone, on va donner 30. Parce que je vous ai dit, rappelez-vous, le cortisol à forte dose, il a un effet minéralocorticoïde. Il va se fixer sur les récepteurs des minéralocorticoïdes. Le traitement d'insuffisance surrénalienne aiguë, donc c'est une urgence qui est extrême. Il faut débuter le traitement dès que le diagnostic est évoqué, même si on n'a pas de certitude. Dès qu'on suspecte une décompensation chez un patient qui soit connu une insuffisance surrénalienne ou pas, on doit commencer le traitement. La première chose à faire, c'est d'injecter de l'HHC, de l'hémisuccinate d'hydrocortisone. Maintenant, si avant d'injecter cette hémisuccinate d'hydrocortisone, j'ai pu faire un prélèvement sanguin et le conserver pour pouvoir faire a posteriori le diagnostic de certitude, tant mieux. Donc, on pique, on prélève, on garde, parce que le cortisol, ce n'est pas un paramètre d'urgence, on n'aura pas dans les médias, et même si on l'a dans les médias, on l'aura dans 1 heure, une demi-heure, ça peut être trop tard. Donc, si je peux faire un prélèvement, le conserver pour qu'à posteriori, je confirme mon diagnostic, je le fais. Maintenant, si je n'ai pas la possibilité de le faire, le traitement est une urgence. Donc, je n'attends pas le diagnostic ou le prélèvement pour commencer à traiter mon patient. Donc, le traitement va reposer sur quoi? Essentiellement sur une réanimation électrolytique. Donc, on avait dit tout à l'heure qu'on peut avoir un collapse cardiovasculaire. Dans ce cas-là, il faudra mettre des macromolécules. On avait dit que le patient avait une tendance à l'hypoglycémie, il perdait du sodium, donc de l'eau et du sodium, et il retenait du potassium. C'est ça l'insuffisance surrénalienne. Donc, le patient perd de l'eau et du sodium, il retient du potassium. Donc, qu'est-ce que je déduis? Je déduis que lors de ma réanimation, je dois donner du glucosé, je dois donner beaucoup de sodium, mais je ne dois jamais administrer de potassium. Donc, il n'y a pas d'aldostérone. Il perd de l'eau et du sodium. Il retient son potassium. Donc, pour réanimer, je donne du glucosé, je donne du sodium dans mon glucosé et je ne donne jamais de potassium. Après le traitement, le plus important à faire, c'est d'injecter de l'HHC. Donc, quand on est dans le cadre d'urgence, on injecte d'emblée 100 mg d'HHC en IVD qu'on va renouveler toutes les 6 heures, pendant les premières 24 heures. Ensuite, on va commencer à réduire progressivement. On donne 50 mg toutes les 6 à 8 heures et puis on va réduire. Au bout de 3-4 jours, on va arriver à 30 mg d'HHC et on peut passer à la voie orale. On sort le patient avec 30 mg et puis on réajuste en fonction. Alors, les minéralocorticoïdes, ils ne sont pas nécessaires lors de la phase aiguë. Pourquoi? Encore une fois, c'est la même chose, on va donner de très fortes doses d'HHC qui auront un effet minéralocorticoïde. Et puis, le traitement peut-être le plus important de la décompensation aiguë, ça reste le traitement préventif. Ça reste l'éducation thérapeutique. Donc, à chaque fois qu'on diagnostique un patient avec une insuffisance surrénalienne, première chose à faire, c'est de lui faire une éducation thérapeutique. Donc, on lui donne une carte d'insuffisance surrénalienne qu'il doit garder en permanence sur lui. Il doit connaître les signes d'insuffisance surrénalienne et de décompensation. Donc, c'est l'aggravation de l'asthénie, l'aggravation de l'hypotension et surtout l'apparition d'un tableau abdominal. Nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée parfois. Donc, le patient doit toujours avoir chez lui une ampoule d'HHC, une ampoule d'hémisuccinate d'hydrocortisone qu'il doit pouvoir faire en intramusculaire s'il a des signes de décompensation avant d'aller à l'hôpital. S'il tombe malade, je vous ai dit que l'une des causes des décompensations surrénaliennes, c'était la survenue d'une infection, d'une fièvre, d'une chirurgie, etc. Si il a une période de stress, s'il a une fièvre, une pathologie intercurrente, il doit doubler ses doses d'hydrocortisone. Donc, au lieu de prendre 20 mg, il prend 40 mg, mais s'il a toujours de l'asthénie profonde, de l'hypotension, il peut même tripler ses doses d'hydrocortisone durant cette période aiguë. Encore une fois, le cortisol, c'est une hormone de stress. Donc, sa sécrétion est physiologiquement augmentée en cas de stress physique.
Et donc, lorsque le patient en insuffisance surrénalienne a un stress physique, une infection, une maladie intercurrente, il doit de lui-même augmenter ses doses de médicaments substitutifs. Jamais de régime hyposodé chez le patient avec insuffisance surrénalienne. Donc, le régime sera toujours normosodé, même s'il est hypertendu. S'il a des vomissements, s'il vomit son hydrocortisone une demi-heure après l'avoir ingéré, il doit faire une injection d'HHC, donc il doit passer à la voie parentérale. Et puis, au cours de la grossesse, donc chez la femme enceinte, au cours du 13e trimestre de la grossesse, elle doit augmenter sa dose d'hydrocortisone. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué que le cortisol était transporté par une protéine qu'on appelle la CBG, cortisol binding globulin, et que cette CBG, sa synthèse est augmentée par le foie sous l'effet de l'hyperostrogénie. Et lorsque une femme est enceinte, elle a une hyperostrogénie qui est physiologique, donc elle va augmenter la synthèse de cette protéine de transport, et donc on aura une diminution de la fraction libre. Donc les besoins en hydrocortisone vont être augmentés pour que cette CBG soit saturée et qu'il y ait assez d'hormones libres, assez de fractions libres hormonales qui, rappelez-vous, je vous ai dit, est la forme active de l'hormone. La forme liée n'est pas active, c'est l'hormone libre qui est active. Et puis, interdiction de laxatifs ou de diurétiques chez le patient avec insuffisance surrénalienne.